Mesdames et messieurs, parce qu'il est déjà 20h04, dépassé de 4 minutes, on va commencer la réunion et soyez les bienvenus pour cette rencontre pour les délégués francophones à cet hôtel de Kanzler ici à Bonn. Alors, je donne la parole pour le représentant de Suisse pour les mots de bienvenue. Bonsoir, je suis Stéphane Lourti du département des Affaires étrangères. Au nom de la Suisse, soyez les bienvenus à notre rencontre des délégués francophones. C'est un grand plaisir de vous voir si nombreux, et ceci après une longue journée de négociations. Nous avons un programme très intéressant à vous offrir et je ne vais donc pas tarder et vous souhaiter une soirée intéressante. Et je passe tout de suite la parole à l'OIF. Merci. Alors, Madame la directrice, cher Niveau, qui représente Madagascar, qui préside la conférence ministérielle de la francophonie, Monsieur le représentant de la Suisse, cher Stéphane, Mesdames, Messieurs, je vous dirais, lorsque ma collègue de Madagascar et moi avons inauguré le pavillon lundi dernier, ensemble, nous souhaitions que ce pavillon puisse être une opportunité d'échange et de partage en français dans la francophonie. Et force est de constater que c'est ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, et je pense que tout le mérite vous revient d'avoir participé en grand nombre à nos activités. Nous avons eu des jeunes, nous avons eu des entreprises privées, nous avons eu des États, des journées pays, des partenaires, etc. Donc, je pense que ce soir, c'est une autre opportunité pour la francophonie d'échanger, et c'est ce que je vous souhaite, une excellente soirée de partage. Merci. Alors, merci, monsieur le directeur adjoint. Et là, maintenant, j'invite Madame Ramarson Nivoire, directeur du Bureau national de coordination du changement climatique du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts de Madagascar, représentant de Madame la ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, pour l'ouverture de la rencontre présidente du 15e sommet de la francophonie. À vous la parole, Madame le directeur. Merci beaucoup. Monsieur le directeur adjoint de l'IFDD, monsieur le représentant de la Suisse, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais en premier lieu vous remercier tous d'avoir répondu à l'invitation de l'Organisation internationale de la francophonie à travers son organe subsidiaire, l'IFDD, ainsi que l'invitation aussi de la Confédération suisse et de Madagascar en tant que président de la concertation ministérielle de la francophonie. Je voudrais vous remercier de répondre à cette invitation pour cette rencontre entre délégués francophones à propos des négociations sur le changement climatique, vu qu'on est déjà à la fin de la journée et on est tous un peu fatigués des va-et-vient de la journée, mais vous êtes toujours là. On est vraiment heureux que vous puissiez honorer notre invitation. Aujourd'hui, l'objectif de notre rencontre est, comme vous avez pu lire dans l'agenda, là, c'est surtout donc lié à un échange et aussi une mise à niveau d'information sur quelques thématiques plus spécifiques, notamment les genres et les droits humains, ainsi qu'un petit partage d'informations sur l'avancée des négociations par rapport aux contributions déterminées nationales. Aujourd'hui sera notre deuxième rencontre. Si on parle de négociateurs francophones et la francophonie, notre deuxième rencontre, cet effet, je voudrais réitérer mes remerciements donc, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'IFDD pour leur effort vraiment dans l'accompagnement de ces pays membres donc, dans les processus de négociation. Un grand merci aussi à la Suisse qui a apporté son appui donc, pour la tenue de notre rencontre d'aujourd'hui. Ceci étant, je vous souhaite tous une bonne réunion et une assiduité et réunion très participative pour aujourd'hui. Au nom de Madagascar, président de la concertation ministérielle de la francophonie, je déclare ouverte notre rencontre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame le directrice, Madame le directeur. Là, j'invite le responsable pour l'approche genre et droits humains. J'invite Madame ou Monsieur Panda Kanté Thiam du Sénégal pour présenter l'aperçu des négociations et négociateurs pour 5 minutes. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, Madame Thiam Panda Kanté de la délégation sénégalaise. Donc, je travaille au ministère de l'Environnement à la division changement climatique. Et ici, je suis coordonnatrice du groupe Afrique sur les questions relatives au genre et à l'article 6 de la Convention, et du groupe PMA sur les questions relatives à l'article 6 de la Convention. Donc c'est tout un plaisir pour moi d'être là ce soir. J'avoue que j'ai été arrachée par la Suisse en pleine salle de négociation pour être là ce soir et partager avec vous les avancées sur les questions liées au genre. Et donc sans plus tarder, pour un bref rappel, je sais que certains d'entre vous ici, négociateurs ou négociatrices, n'ont peut-être pas suivi le genre les années précédentes. Donc, il est important de savoir que l'année dernière, à Marrakech, il a été décidé de continuer et de rehausser ou de renforcer le programme de travail de Lima sur le genre pour une période de 3 ans. Okay. Et donc le SBI aussi, la COP a demandé au SBI de développer un plan d'action genre. En anglais, on l'appelle le GAP, donc le Gender Action Plan, pour renforcer ou soutenir la mise en œuvre des décisions relatives au genre et les mandats sous la Convention sur les changements climatiques. Donc aussi, à Marrakech, il a été demandé au secrétariat de travailler afin de développer, de développer les termes de référence pour organiser un atelier in session. Donc, un atelier lors de la période des organes subsidiaires, donc en mai, ou lors de la COP. Donc là, jusqu'à ce jour, il y a eu 3 événements clés qui se sont tenus. La première session s'est passée à la haie, et la deuxième s'est tenue à Ottawa. Et on a eu ici un in-session workshop le lundi qui a été organisé par la Costa Rica et IUCN. Et donc, c'était plus ou moins discuté entre les parties afin de pouvoir développer les éléments qui devraient constituer le plan de travail relatif au genre. Donc, jusqu'à ce jour-ci, c'est-à-dire depuis ce matin, on était en session informelle et on a quand même eu des avancées sur la rédaction du texte portant sur les décisions, et ainsi que les éléments qui devraient être figurés dans le plan d'action relatif au genre, avec 5 priorités clés. Et donc les discussions tournaient, au fait, nos partenaires souhaitaient nous encourager à être très précis et concis, parce qu'il nous faut mettre en œuvre pas mal d'activités pour les 2 prochaines années à venir. Donc, selon le G77 et la Chine, il y a environ 60 activités dans le document
et pour nous, tout est aussi important. Donc, lorsqu'on parle de priorité, cela dépend de nos pays respectifs. Certains d'entre nous sont très en avance par rapport à la mise en œuvre du genre dans nos pays respectifs. D'autres ne le sont pas du tout. Donc, et on a aussi discuté du thème du thème des prochains ateliers, donc de l'année 2018 et de celui de l'année 2019. Donc là, on a une session informelle demain de 10h à midi. Donc j'invite nos confrères et consoeurs francophones. J'étais le seul pays, je dirais, francophone à négocier. Et là, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de votre soutien et pour pouvoir faire avancer les choses. Sinon, nos partenaires sont en force. Et donc, ça risque de poser problème pour avoir une décision finale samedi. Donc, je vous remercie. Merci Kanté. J'invite tout de suite Madame Esther Neuhaus de la Suisse en reliant avec Madame Kanté. Merci beaucoup. Oui, bonsoir aussi de ma part. Je m'appelle Esther Neuhaus. Je fais partie de la délégation suisse ici à la conférence des partis. Je suis membre du département des affaires étrangères suisse. Et oui, j'ai arraché aujourd'hui le Sénégal. Je suis très contente d'avoir arraché le Sénégal pour être ici. Merci beaucoup d'être venu. Et oui, c'était très bien introduit. Pour nous, pour la Suisse, effectivement, la question de genre, c'est vraiment une très grande importance dans la politique extérieure. La Suisse s'est particulièrement engagée lors de l'élaboration de l'agenda 2030 pour le développement durable, pour l'objectif 5, qui est pour parvenir à l'égalité entre égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Ça, c'était une question très importante pour nous. Et effectivement, nous pensons que l'intégration des questions de genre dans les mesures liées au changement climatique est cruciale pour la durabilité à long terme et l'efficacité de ces mesures pour les pays en développement et aussi les pays développés. Donc, au niveau de la Convention de climat, cette question, elle est considérée de genre depuis certaines années, même en 2001. À la COP7, il y a déjà une mention, mais elle a reçu beaucoup plus d'attention à Cancun à partir de 2010. Et actuellement, il faut imaginer qu'il y a plus de 60 décisions et mandats dans le cadre de la Convention qui traitent de la question de genre d'une forme explicite ou bien implicitement. Et comme ma collègue a dit, de Sénégal, le programme d'action de Lima a déterminé le focus sur la mise en œuvre des politiques de climat, et puis on a cette décision qui a prolongé ce programme d'action. Voilà. Donc on a cette semaine ces discussions informelles. J'ai vu la France aussi. La France est là. Vous voulez prendre la parole? Oui, je partage mon temps avec la France pour donner une minute aussi. C'est comme ça. Et j'aimerais vraiment vous inviter, tous les pays qui ne sont pas encore, qui peut-être n'ont pas toutes les ressources pour suivre pour cet agenda, mais de soutenir l'adoption de la décision relative à ce plan d'action pour le genre, pour des mesures qui seront mises en œuvre dans les 2 prochaines années. Donc, je vous remercie déjà de votre soutien et bon appétit encore. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la Suisse va jouer à la Coupe du Monde, les qualifications. Donc, je vous demande aussi le soutien. Je donne la parole à la France pour 1 minute. C'est possible? Oui, mais... OK. 2 minutes. Bonsoir à tous. Emma Letellier, je travaille à la sous-direction des affaires européennes et internationales du ministère de l'écologie à Paris.
Je suis chargée du suivi des questions genre et climat. Je fais donc partie, je suis issue lead pour cette question. Et donc je fais partie de la délégation européenne. Je m'associe effectivement à la Suisse et au Sénégal pour vous encourager à vous intéresser bien sûr à ce sujet. Le groupe de travail est ouvert aux partis demain. Le groupe de travail se réunit à 10h. Donc si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que parti, n'hésitez pas. Au contraire, plus on est de fous, mieux on réfléchit. Je rends donc le micro pour garder le timing. Merci madame. Toujours dans le cadre de genre et droits humains, nous allons parler maintenant de l'intégration des droits humains dans les politiques climat. Accent sur les expériences des pays africains. Pour ceci, j'invite M. Sébastien Dick du Ciel pour prendre la parole. Bonsoir. On voudrait vous remercier de nous avoir invités à faire une présentation ce soir lors de la soirée des délégués de la francophonie. Et nous voulions faire une très courte présentation pour parler des droits humains. C'est un sujet qui a émergé dans le contexte des négociations climatiques depuis déjà plusieurs années. Il y a par exemple plusieurs événements dédiés à ce sujet lors de cette COP, mais comme la plupart de ces événements ont lieu en langue anglaise, on voulait prendre un peu de temps pour en parler rapidement avec vous, tout en sachant que comme c'est une journée qui a déjà été très longue, on préférait essayer de raccourcir cette présentation et puis juste donner quelques éléments pour éventuellement commencer une discussion avec vous, en étant là à votre disposition dans les semaines prochaines pour approfondir ce sujet. Donc, je vais donner d'abord la parole à Hindou, que vous connaissez tous, j'imagine. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation ? C'est celle qui s'appelle OIF. Bon. Okay. De toute façon, Oui, c'est moi qui vais le faire. Bonsoir. Je suis contente encore d'être là et merci à la francophonie de nous avoir invités et merci à tous les pays francophones qui sont là. En attendant qu'elle trouve les PowerPoint, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un mot sur ce que je vais dire, c'est juste des photos que je voulais partager avec vous. Alors, comme on est trois à les faire, on va être très rapide, mais c'est juste un aperçu. Moi, je vais vous donner un aperçu sur la pratique, ce qui se passe et puis ce qu'on est en train de faire. Alors, rapidement, je crois que tout le monde est d'accord, les impacts du changement climatique se passent dans nos pays maintenant, soit avec les inondations qui sont extrêmes, les pluies qui sont plus grandes et qui inondent toutes les parties, et soit le contraire, c'est par le sécheresse qui essaie d'assécher toutes les terres et qui ne laisse pas les agriculteurs ou les éleveurs d'avoir des bonnes productions. Alors, les conséquences, pour moi, c'est lié tout de suite avec les droits humains. Et j'appelle ça les droits à l'alimentation. On connaît tous l'exemple dans le pays du Sahel. On parle toujours de l'insécurité alimentaire qui ne finit pas, malgré les aides internationales, dont les PAM et d'autres organisations qui apportent de l'aide et qui essayent d'aider les agriculteurs à faire la durabilité. Il y a toujours l'insécurité alimentaire qui continue. Et là, les changements climatiques jouent un grand rôle, ce qui fait que ça impacte les droits à l'alimentation humaine dans les premiers droits. Et si on ne peut pas manger, on ne peut pas développer une agriculture, on appelle tout de suite les droits au développement. Et les droits de développement, il est violé via à ces impacts du changement climatique. Mais bien sûr, il y a aussi les droits à l'accès à l'eau, qui est très limité. Et là, je peux vous donner l'exemple que j'adore et je parle toujours de ça. Mais parce que ma communauté vient de cette région, mais bien sûr jusqu'au sud du Tchad, sur le lac Tchad. On le voit tous.
L'accès à l'eau devient un élément très crucial et qui donne des impacts sur les droits à l'eau, sur les droits à l'accès aux ressources naturelles. Mais ces droits sont tous écrits et puis acceptés dans plusieurs constitutions, soit des institutions, soit des ministères qui sont dans nos pays ou des directions qui travaillent dans ça. Et là, c'est les droits humains qui sont mis en péril par rapport à ces impacts du changement climatique. Je ne vais pas vous déprimer avec ça, je sais que vous connaissez plus tout ça, mais je vais juste passer à ce qu'on est en train de faire. Next, please. Next, yeah. C'est mon dernier slide. Alors, sur ça, on voit plusieurs photos. Et ces photos, je vais vous parler rapidement, qu'est-ce que ça illustre. Nous avons les connaissances et les savoirs traditionnels des peuples autochtones, qui permet aux populations d'essayer de mettre leurs connaissances pour s'adapter ou mitiguer ou s'atténuer par rapport à ces impacts qu'ils sont en train de subir. La photo plus haut, c'est les San de Botswana qui utilisent les connaissances traditionnelles et scientifiques à travers les GPS pour faire les super trackers afin qu'ils trouvent toutes les ressources. Et comme c'est des chasseurs-cueilleurs, ils essayent de mettre de protéger certaines espèces qui sont vulnérables et de chasser en harmonie avec la nature. Et ça, c'est une manière d'adaptation, mais ça, c'est une manière de mettre leurs droits à l'alimentation dans un cadre confortable pour qu'ils puissent accéder à ça. Et on utilise aussi la cartographie participative à 3 dimensions, dont j'adore aussi parler de ça, parce que c'est un outil qui permet à faire la prise de décision entre les communautés, les États, les agents du développement, dont ils peuvent tous discuter pour accéder à ces développements. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur le point zéro. On est déjà en train de faire beaucoup de choses avant l'accord de Paris et même en train de mettre en œuvre certains articles qui sont dans l'accord de Paris, dont Sébastien va nous parler de ça bientôt. Mais je voudrais juste vous rappeler les liens avec ça. Nous, on a sur la dernière photo, genre la concertation. On a eu une genre de plateforme au niveau de Tchad entre les peuples autochtones, les autorités gouvernementales, dont les ministères de l'environnement, de l'eau, de l'élevage, mais aussi les météorologues scientifiques qui sont tous ensemble pour chercher des solutions sur l'adaptation. Et là, tout le monde se met ensemble pour mettre les droits de ces populations, on peut les appeler droits à l'eau, détermination, etc., mais pour les aider à les mettre en œuvre. Mais or, pour les liens avec cette COP, on est en train de négocier actuellement l'agenda item, désolé, je ne sais pas comment on dit, l'agenda item 13 sur les SAPSTA qui parle de l'opérationnalisation de la plateforme des connaissances et savoirs traditionnels des peuples autochtones et des communautés locales. Et là, nos pays sont en avance sur ces sujets et on est en train de mettre déjà les droits qui sont liés aux solutions du changement climatique en pratique depuis, mais on est en train de les discuter ici. Donc, je vais juste m'arrêter là avec ces petits exemples et je vais laisser Sébastien nous mettre dans le bain de tous ces articles dans l'accord de Paris et tout ce que nos pays ont fait. Merci. Donc, je vais continuer la présentation juste en recadrant un petit peu les exemples qu'Indou vient de nous donner dans le contexte de l'accord de Paris. Est-ce qu'on peut avoir la... Merci. Et la suivante, directement. Donc, dans l'accord de Paris, on en a parlé beaucoup en 2015. Ça a été le sujet de négociation jusqu'à la fin, la dernière nuit. On a cette référence aux droits humains qui est unique dans un accord environnemental. On ne va pas discuter du texte très en longueur, mais ce qui est important de reconnaître, c'est qu'à la fois, l'accord de Paris, il parle de droits humains, mais il parle aussi d'autres aspects dans la thématique des droits humains, de sécurité alimentaire, droits des peuples autochtones, égalité des sexes, et aussi des droits de certains groupes, comme les migrants, les enfants, les personnes handicapées et les personnes en situation vulnérable. Et puis ce qui est très important, et ça c'était déjà mentionné dans la présentation d'Indou, c'est que l'accord de Paris est très très explicite. Il y avait des discussions pendant les négociations sur le fait de savoir si une telle référence allait créer des nouvelles obligations, des nouveaux droits. Et l'accord de Paris répond de manière très claire à ces questions pour lever tous les malentendus possibles en
rappelant qu'on parle ici d'obligations respectives concernant les droits de l'homme et le reste des grands principes sociaux. Et donc c'est très clair, juste en lisant le texte, qu'on parle ici simplement des obligations que les États ont déjà décidé de reconnaître dans le cadre de régimes internationaux, par exemple de nombreux traités internationaux. Donc on ne parle pas ici de reconnaître des droits additionnels, mais simplement d'intégrer les droits que chacun des pays a déjà reconnus, ce qui veut dire du coup que pour l'ensemble des États, la façon d'interpréter ce paragraphe va être un petit peu différente selon le nombre de traités internationaux que chaque État a ratifié. Après, ce qui est important, c'est que tous les États qui sont partis à l'accord de Paris ont ratifié 2, 3, 4, voire jusqu'à 7 traités internationaux liés aux droits humains. Et donc, ce paragraphe s'applique clairement à tous les États. Puis si on prend la présentation suivante, on a d'autres références dans l'accord de Paris. Il y a des principes aussi qui sont liés aux droits humains, même si on n'utilise pas le terme droits humains ou droits de l'homme en tant que tel. On parle de sensibilité à l'égalité des sexes, une approche participative, transparente, prenant en considération les groupes, les communautés, les écosystèmes vulnérables, dans l'article sur l'adaptation. Et puis on a aussi cet article 12, par exemple, qui met l'accent sur la participation du public et l'accès de la population à l'information. Donc ça, on voit que l'accord de Paris, il est vraiment inspiré par ces droits et il appelle à une politique cohérente, une mise en œuvre cohérente, sans créer des obligations supplémentaires, mais juste en plaçant bien ces droits existants au cœur de la mise en œuvre de l'accord. Après, on va voir avec les diapositives suivantes, il y a des pays francophones qui étaient vraiment au cœur de ces discussions. On a vu, par exemple, de nombreux pays francophones tels que l'Algérie, le Maroc, la France, la Suisse, la Côte d'Ivoire, le Tchad signer l'engagement de Genève sur l'intégration des droits humains dans l'action climatique. On a vu aussi, par exemple, le Maroc et le Tchad mentionner les droits humains dans le contexte de leur contribution déterminée au niveau national. On a vu aussi, par exemple, la présidence marocaine organiser lors de la COP à Marrakech, enfin, le Conseil national des droits de l'homme du Maroc organiser un événement pour essayer de réfléchir sur ce que ces références voulaient dire au niveau national, comment on met en œuvre des politiques climatiques qui se basent sur les droits humains. Et puis on voit aussi d'autres. Là, il y a 2 pays francophones, par exemple, qui ont une référence directe aux droits humains, aux droits de l'homme dans leur contribution déterminée au niveau national. Mais on voit aussi beaucoup de pays francophones qui ont placé des éléments qui sont directement en lien avec les droits de l'homme. Par exemple, la participation du public dans la mise en œuvre des NDCs, l'égalité des genres, la sécurité alimentaire, les peuples autochtones. Il y a simplement trop de pays francophones pour que je puisse lire la liste maintenant, mais on voit que vraiment il y a beaucoup de pays qui ont pris ces grandes thématiques et qui les ont placées au cœur de leurs engagements dans le contexte de l'accord de Paris. Et puis, si on regarde aussi sur l'expérience que les pays partis à la Convention cadre sur le changement climatique, la façon dont ces pays partagent leur expérience, on va voir qu'il y a des pays qui ont mentionné aussi ces thématiques quand ils produisent leur communication nationale. À nouveau, il y a beaucoup de textes. Je pense que les diapositives seront disponibles, donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. L'idée, ce n'était pas ce soir pendant le dîner de vous lire énormément de textes, mais je voulais juste mettre l'accent, par exemple, sur le Bénin, le Niger, qui, dans leur communication nationale, en expliquant les actions qui étaient engagées au niveau national, ont bien mis l'accent sur le fait que les constitutions ou des engagements internationaux liés aux droits de l'homme devaient guider leur action en matière de changement climatique. Et puis la Centrafrique, elle a même, dans sa dernière communication nationale, expliqué comment elle essaye d'inclure cette thématique dans ses politiques d'adaptation, en expliquant, en parlant d'analyse sectorielle, par exemple, sur les questions de genre, droits humains, pour guider les processus liés à la vulnérabilité et à l'adaptation. On voulait juste mentionner rapidement, l'idée ce n'était pas ce soir donc de faire une grande présentation, mais juste de citer ce rapport qu'on a préparé avec de nombreuses autres organisations, qui est disponible en français, sur comment transformer l'essai de Paris, lutter contre le changement climatique tout en protégeant les droits. On a des recommandations ici qui sont vraiment ciblées sur les négociations en cours, sur les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Puis on aura quelques petits prospectus disponibles si vous êtes intéressé pour télécharger cette brochure.
Et puis pour garantir que le dîner pouvait être suffisamment participatif, on voulait conclure sur une question pour les délégués qui représentent des délégations francophones présentes dans cette salle. Tous les pays vont devoir développer des nouvelles approches, des approches innovatives, vont devoir renforcer leur processus pour bien pouvoir répondre aux défis du changement climatique. Et donc la question, c'est de savoir comment on peut faciliter le partage d'informations, puisque tous les pays vont avoir à mieux intégrer leur politique climat, leur politique sur les droits de l'homme, leur politique sur la sécurité alimentaire. Et la grande question que nous aurions pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait être utile pour continuer à stimuler le partage d'informations entre États, afin de pouvoir faire remonter les expériences et mieux partager les bonnes pratiques, mais aussi pouvoir discuter des difficultés, des barrières qui sont rencontrées par les pays dans cette mise en œuvre intégrée des obligations sur les droits de l'homme et des politiques climatiques. Voilà, donc vous voulez juste conclure sur cette dernière diapositive en ouvrant un tout petit peu la discussion. Et puis, nous serons à votre disposition si vous êtes intéressés pour discuter plus en profondeur de ces thématiques. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, Sébastien Dick, du Ciel. Là, maintenant, par rapport aux différentes séries de présentations sur les genres et droits humains, nous sommes arrivés dans la phase du débat et échange pour 10 minutes, parce que le temps passe très vite. Bon, la première, c'est madame. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier les présentateurs et remercier la Suisse pour nous avoir invités. C'est Mme Kadia Toundiaï, l'ancienne ministre de l'Environnement de la Guinée. Je représente une fondation ici. Le thème est tellement intéressant, vu le nombre de femmes à travers le monde. Mais tout à l'heure, Mme Penda Kanté a dit quelque part, il y a eu une rencontre sur cette question. Elle était la seule représentante des pays francophones. Je souhaite que, comme l'intérêt est très grand, je souhaite que les partenaires qui sont là, les pays qui sont là, qui peuvent aider les autres pays francophones qui n'ont pas assez de moyens pour que ces femmes-là participent à cette phase de préparation du plan d'action qui doit être fait dans ce cadre-là. En ce qui concerne mon pays, la femme qui s'occupe du genre au niveau du ministère de l'Environnement est là. Elle est très active, sûrement elle n'a pas les moyens d'être à toutes les réunions. Donc je souhaite que les femmes des autres pays soient aussi très actives en cette phase-là. Je vous remercie. Oui, j'ai fini. Okay. D'autres participants et participantes pour le débat. Merci bien. Bon, je remercie vraiment pour les différentes communications. Moi, je me nomme Kouevogi Biliga, ministère de l'Environnement, chargé des questions de genre et équité. Avant de poser ma question, je vais remercier l'occasion pour moi de remercier mon ex-ministre Kadia Kadia Toundiaï. Si je suis vraiment à ce poste-là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, je serai toujours reconnaissante vis-à-vis d'elle. Donc, mon problème ici, c'est quoi? C'est que le problème de genre, dans les pays, les gens sont très, très réticents par rapport à ça. Des fois, on a des projets, mais dès que tu parles de genre, c'est un peu compliqué. On ne sait pas comment orienter ces projets-là, à qui orienter ces projets. Parce que le ministère qui est notre interlocuteur, franchement, ce concept est mal compris par certains de nos décideurs. Donc, je voudrais que vous nous aidiez vraiment par quel canal il faudrait qu'on passe vraiment pour accéder à ces fonds
pour pouvoir vraiment exécuter nos projets. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a encore des participants ou participantes? Merci. Merci beaucoup aux présentateurs. Je suis Brice Séverin Pongui du Congo-Brazzaville. Je voudrais essayer de répondre à la question de Sébastien sur la façon de faciliter le partage des informations. Et peut-être commencer aussi par me poser des questions. Parce qu'il faut d'abord savoir quel type d'informations on va partager. Et maintenant, sur la manière, partir certainement des expériences actuelles dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Et je pense que dans ces conditions-là, le ciel serait, donc votre organisation, peut-être le moteur. Et j'ai fait ici allusion à ce qui se fait, par exemple, en matière de communication nationale. Donc, s'il y a un cadre ou un canevas bien établi, cela pourrait se manifester par la production peut-être d'un rapport annuel sur l'état de l'intégration des droits humains, des droits des peuples autochtones et du genre dans l'action climatique. Et dans ces conditions, si le ciel élabore donc ce canevas et le met à la disposition des personnes qui peuvent apporter l'information, et dans ces conditions, vous prenez l'information, vous la traitez et vous produisez un rapport sur l'état de l'intégration des droits humains, des droits des peuples autochtones et du genre dans l'action climatique. Donc ça, c'est un peu de façon plus structurée et plus formelle. Maintenant, le reste, c'est peut-être utiliser les canaux habituels, notamment les réseaux sociaux, peut-être, comme on le fait souvent, les groupes WhatsApp. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent former un groupe WhatsApp et quand X ou Y a une information, il le met à la disposition de tout le monde. Donc voilà un peu les deux approches que je propose. Donc une approche structurée et une approche un peu plus simple, sans traitement de l'information en amont. Merci. Merci, monsieur. Après avoir entendu la thématique sur le genre et droits humains, nous sommes maintenant entrés dans la deuxième partie. On parle maintenant de la mise en œuvre des CDN par rapport à notre agenda qui sont placés chacun et chacune dans nos tables respectives. Alors là, il y a 3 intervenants qui sont venus pour parler de CDN, de 10 minutes de chaque. Ainsi, j'invite directement M. Lucas Bretzger pour... Voilà, à vous la parole. Merci bien, bonjour, bonsoir à tous. Pour cette occasion de présenter les résultats de nos études. Une étude sur les principes d'équité dans la politique climatique. Nous le savons tous, il faut, pour limiter l'élévation des températures, il faut une politique qui est plus stricte. Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre d'une manière plus forte qu'il est actuellement prévu. Donc là, les principes d'équité, une politique qui est informée par les principes d'équité peut aider. Nous savons qu'à l'accord de Paris, l'équité est un concept très important. Il faut donc parler des contributions des pays d'une manière différente. Donc il faut parler des devoirs qui sont différenciés par rapport au passé, les plans historiques, au présent et au futur, le développement durable. Il y a au niveau national, il y a des principes qui sont bien connus, comme le principe de capacité de payer, le principe de mérite, le principe de partage des coûts de la politique, c'est tout. Il faut combiner, il faut avoir une structure, il faut avoir une fondation d'une politique pour le dialogue qui suit
dans les négociations ici à Bonn et aussi l'année prochaine. Et aussi pour le Stocktake dans l'année 2023, il faut avoir une fondation pour un dialogue qui est structuré, qui est productif, qui est efficace, pour que le résultat, ça peut être amélioré. Donc maintenant, je vais présenter ce qu'on a trouvé pour les contributions des pays à propos des contributions équitables. Et je vais passer la parole à Anna Stunzi pour nous présenter les détails des résultats qui sont très favorables pour les pays d'Afrique. Alors, merci beaucoup. Bonsoir aussi de ma part. Bon, c'est ça. Je vais vous présenter brièvement ce qu'on a vu dans une analyse des objectifs climatiques annoncés en vue des différents principes d'équité. Si on lit l'accord de Paris ou bien les CDN, on rencontre assez souvent le mot équité. Et ce qu'on voit maintenant aussi dans la conférence, c'est qu'il y a une multitude de définitions et bon, un manque de consensus, ce qui est l'équité, comment l'inclure et quoi faire pour la mise en œuvre d'accord de Paris. Ce qu'on propose nous alors, c'est pour l'inclure un concept d'équité dans l'accord de Paris ou bien dans la mise en œuvre, il faut d'une approche qui est généralement acceptée et qui est transparente. Ce qu'on a fait nous maintenant, on a regardé le budget qui reste pour tout le monde jusqu'à 2050. C'est plus ou moins 1000 gigatonnes de CO2. Et on a calculé la proportion juste. Alors, on va distribuer ces émissions globalement. Et on a calculé la proportion juste basée sur 3 différents principes d'équité. C'est un principe d'équité qui est basé sur ce que Lucas a dit avant, les capacités à payer, le principe de mérite, le principe de coût des politiques. Et puis, il y a deux méthodes en plus, la méthode d'impôt et la méthode égalitaire, qui sont des différents principes pour calculer ces proportions justes. Et puis, on a analysé les CDN pour regarder pour analyser s'il y a une surconsommation ou bien un surplus des émissions par personne pour chaque pays. Ce que vous voyez ici, c'est la visualisation des résultats. On peut voir qu'il y a un surplus ou bien des déficits des tonnes de CO2 par personne, c'est-à-dire il y a des pays qui ne consomment pas autant des émissions ou bien qui ne produisent pas les émissions qu'ils pourraient selon les principes d'équité, et il y a des pays qui consomment beaucoup trop. Ce que vous voyez aussi, c'est que les pays africains, là c'est toujours vert, ou bien presque toujours vert, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays qui ne consomment pas autant qu'ils pourraient selon ces principes d'équité. Après, si on change un peu l'approche, on peut voir que si on inclut seulement les CDN inconditionnels, on peut voir qu'il y a petit changement, il y a moins de pays en Afrique qui sont vert foncé, mais c'est toujours assez vert. Il y a aussi des changements à l'Amérique du Sud. On peut encore changer un peu les paramètres. Et là, on voit si on réduit la responsabilité historique, alors la responsabilité pour les émissions de 1990, ça change un peu l'image aussi. Par exemple, le Canada ou l'Australie, ils profitent beaucoup de n'avoir plus la responsabilité, ou bien pas la responsabilité complète de ces émissions. Puis on a fait une classification. Alors on a regardé
si les pays, bon, lesquels pays sont les meilleurs selon ces principes d'équité. Alors, ce sont les pays qui ne consomment pas toutes les émissions, qui consomment moins d'émissions selon ces principes, qui en fait produisent des émissions négatives en ce terme, comme ils ne le consomment pas. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des pays qui sont toujours présents dans les rangs 1 à 15. Par exemple, Namibia, il y a Ghana, Gambia, je pense. Et il y a des pays qui dépendent vraiment de quelle pondération on fait de ces principes. Alors, il y a, par exemple, Bosnie, il y a Brésil, pour lesquels la responsabilité historique fait une grande différence de quel rang ils vont être mis dans la classification. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour les rangs à la fin, là, ça ne change jamais. Alors, il y a toujours les mêmes 15 pays qui restent à la fin de la classification. Ce qu'il faut dire maintenant, que notre calculation est basée sur l'inventaire national. Et là, il y a quelques émissions qui ne sont pas présentes. Les bunker fuels, je pense que vous le connaissez, c'est les émissions de la navigation et l'aviation. Et puis, il y a aussi seulement la perspective de consommation, c'est-à-dire on regarde où les émissions sont produites et pas où ils sont consommés. Et ça peut changer encore une fois l'image complètement si on aura une autre perspective. Dans cette classification, on ne prend pas en considération non plus les flux financiers. Alors, lesquels pays qui vont payer ou déjà payent beaucoup pour la mise en place des CDN conditionnels, par exemple. Là, pour le moment, il n'y a pas d'inclusion de cette contribution dans la classification. Ce que j'aimerais dire aussi, l'équité concernant les CDN, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une équité après pour les réductions effectives. Alors, c'est-à-dire maintenant, si on a les CDN qui sont vraiment très faibles, ça nous aide, oui, mais ce qu'on doit faire après, c'est vraiment faire les réductions effectives, et c'est ça qui aide au climat et aux générations du futur. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Peut-être vous avez déjà vu des autres approches ici à cette conférence ou bien dans les discussions. Nous, on dit qu'il faut peut-être un organisme indépendant pour inclure toutes ces approches, tous ces principes et trouver des principes qui sont généralement acceptés, comme j'ai dit au début. Mais il faut aussi dire que cette conférence et puis les conférences de l'année prochaine, par exemple, sont assez importantes pour définir comment on va inclure ces principes d'équité dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et puis, bien sûr, le Global Stocktake, c'est assez important, pas seulement pour les CDN, mais pour ce qu'on a fait et comment on va réduire les émissions définitivement. Merci. Merci aux premiers présentateurs et premières présentatrices. Là, j'invite maintenant M. Stéphane Poufari de l'Énergie 2050 pour présenter les enjeux et défis de la territorialisation des CDN. Pour 10 minutes, à vous la parole. Alors, merci beaucoup. Et puis, je partage bien évidemment les remerciements généraux adressés à la francophonie et puis à tous ses partenaires, les Suisses, et puis bien évidemment vous tous qui régulièrement, on se réunit collectivement dans ces concertations. Ce sont des moments importants qui nous permettent d'échanger. On a déjà eu des opportunités le dimanche dernier pour présenter le guide des négociations. Et donc là, je vais vous faire une petite réflexion sur la territorialisation
des CPDN, des CDN, sachant que c'est un exercice que beaucoup commencent à voir dans la littérature. Il y a une énorme prospective sur le sujet. On parle maintenant de la localisation des financements climat. Et donc, ces sujets-là nous paraissent tout à fait au cœur des débats, sachant que nous travaillons avec un acteur assez important sur le sujet, que vous connaissez aussi tous, qui s'appelle Gouvernements locaux unis d'Afrique, et sur lequel, dans le cadre d'une mise en place d'une task force pour accompagner les villes africaines pour avoir accès à la finance climat, il y a ce travail de préambule qui est de comprendre, d'essayer d'influencer et puis aussi de devenir un acteur majeur dans la mise en œuvre. Alors, l'idée de base, je ne vais pas vous faire l'affront de vous reparler de la genèse des CPDN, des CDN, ni même des objectifs, des périodes de revue ou autres. Mais bien évidemment, on est tous conscients qu'aujourd'hui, on sait tous que la science nous rappelle régulièrement que les objectifs qui sont affichés aujourd'hui dans l'ensemble des CDN, CPDN, très clairement, ne nous permettront pas de rester sur une trajectoire de 2 degrés et encore moins de 1,5. Alors évidemment, l'enjeu de l'ambition est tout à fait central, mais aussi il y a derrière ça l'enjeu des moyens qui vont accompagner la mise en œuvre des CDN, et des moyens entre autres financiers et des moyens organisationnels, voire même des règles que l'on va imposer à tout le monde, alors imposer et ou négocier à tout le monde, qui vont permettre aussi de suivre, de travailler sur des mêmes années de référence et tout un corpus scientifique qui vont nous permettre un reporting consistant avec les autres documents déjà en œuvre. Alors ceci étant, pour revenir au sujet de la territorialisation, ce travail-là, il est intéressant parce que finalement beaucoup de pays ont déjà mis en place des territorialisations sans le nommer comme tel par rapport à leur stratégie nationale. On a ça dans beaucoup de pays dits développés, les plans climat territoriaux, les schémas régionaux et autres. On a ça dans certains pays dits en développement, au Maroc, les PTRC, au Sénégal, les PCTI ou autres. Mais chaque fois, on est souvent sur une composante d'entrée énergie carbone. Et là, l'idée, c'est bien évidemment de l'élargir et de regarder toutes les composantes au niveau du territoire qui vont faire un mini CPDN. Alors, quel est l'objectif derrière tout ça ? Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est que souvent les États vont devoir s'appuyer sur les forces vives de leur territoire pour la mise en œuvre. Et les gouvernements locaux ont un rôle structurel fondamental à jouer, que ce soit pour la mise en œuvre, que ce soit pour l'intelligence des acteurs territoriaux, et puis aussi pour des zones d'excellence, et pour parfois dépasser des engagements qui peuvent être pris au niveau national. Donc, mais pour autant, ça demande tout un accompagnement à la fois réglementaire, de délégation de pouvoir régalien ou autre, mais aussi d'être en capacité de travailler selon la même approche scientifique, la même approche méthodologique qu'on a au niveau global, à savoir travailler sur de la transparence, du MRV, la mise en place d'indicateurs ou autre. Et ce travail-là est déjà extrêmement engagé par énormément de coalitions d'acteurs, que ce soit d'ailleurs sur des inventaires de gaz à effet de serre, que ce soit sur des problématiques d'adaptation avec des co-bénéfices en termes d'atténuation, que ce soit sur des problèmes de vulnérabilité, de résilience, que ce soit sur des problèmes de financement ou autres. Et on voit bien que si on décline l'intégralité des thématiques des CDN, CPDN, et bien évidemment, elles se déclinent de manière tout à fait spontanée au niveau local, qu'on prenne le bâtiment, qu'on prenne l'urbanisme, qu'on prenne l'énergie, qu'on prenne le transport ou qu'on prenne même l'usage des terres. Voilà, donc dans cet exercice-là des CPDN, CDN, il y a déjà eu plusieurs grosses avancées. Dans le cadre du NDC Partnership, je crois que beaucoup d'entre vous étaient au courant, il y a eu une réunion fin septembre au Maroc sur ce sujet. Et avec nos amis de CGLU Afrique, on a réussi à faire une journée entière sur la question des gouvernements locaux. Alors vous doutez bien que c'est toujours un moment particulièrement délicat en termes non seulement de présentation, d'articulation et puis même de géopolitique, j'ai envie de dire, nationale, puisque bien évidemment, ce sont les États parties qui négocient, mais aussi, si on prend l'exemple du Maroc, c'est aussi un exercice important de pouvoir décentraliser la mise en œuvre et bien évidemment qu'elle soit consistante avec leurs propres objectifs. Alors nous, on a la faiblesse de penser, la faiblesse de croire que plus on arrivera à mettre en œuvre une telle dynamique, plus on arrivera à avoir une espèce d'ambition quasi spontanée, puisque les territoires ont cette effervescence voulue. Et ça, on le constate dans quasiment toutes les coalitions de villes, dans quasiment toutes les coalitions d'acteurs qui travaillent au niveau sous-national. Deuxième chose, pour maintenant terminer sur ce sujet-là, puisque le temps est vraiment très court, mais je vous inviterai vraiment à suivre. Il y a beaucoup d'événements qui vont être organisés avec CGLU Afrique et nous-mêmes pendant ces 10 prochains jours, dont un événement sur la task force. Aujourd'hui, on a lancé le rapport sur la territorialisation des CPDN, CDN. Et donc, pour revenir à cette question, au-delà de ça, les villes aussi commencent de plus en plus, les gouvernements locaux, ce n'est pas le terme de ville, les gouvernements locaux ou sous-nationaux, commencent de plus en plus à être intéressés à avoir accès à la finance climat. Alors là, je ne vais pas pouvoir, évidemment, parce que je vais dépasser trop largement le temps, donc je vais juste ouvrir le débat. Très clairement, ça commence aussi à être un sujet qu'on a vu d'ailleurs dans le dernier conseil du Fonds vert,
qui n'ont pas ouvert la porte en disant « welcome », mais qui a juste commencé à lever l'intérêt du débat pour essayer d'avoir des projets plus pertinents, des projets qui puissent plus être facilement identifiés, adaptation versus co-bénéfice, atténuation. Et donc là aussi, il y a tout un travail qui est en train d'être mis en place, au-delà de l'Alliance sur la finance pour les gouvernements locaux. Il y a tout un travail qui commence à être mis en place pour voir comment les villes, évidemment, tout en passant dans la stratégie classique d'accès à la finance climat versus donc la structure nationale et autres, pour essayer ensuite de pouvoir décentraliser sur la base de projets un peu, entre guillemets, qui sont expérimentaux au début, la mise en œuvre au niveau local et non pas sur un financement géré au niveau central. Voilà, donc c'était juste pour ouvrir un peu le débat, puisque je crois que c'est aussi l'objet ici d'échanger des idées. C'est un sujet vraiment qu'on commence tous à voir dans les documents qui passent un peu ou autres. Au niveau des négos, on en parle un petit peu, mais de manière très indirecte. On fait des technical expert meetings sur le sujet, on essaie de croiser. On est souvent encore un peu dans la meilleure pratique. On n'est peut-être pas encore dans la compréhension de l'enjeu de cette territorialisation. Voilà, je livre ce débat. Nous, en tous les cas, on fait partie des gens absolument convaincus que c'est un sujet majeur et qui va être majeur de plus en plus dans les prochains mois ou autres, quand il va s'agir de devoir faire une comptabilité, de travailler sur des règles de mise en œuvre et ensuite de travailler sur l'ambition. Voilà, je vous remercie. Merci à Poufari pour ces brèves présentations en parlant du CDN, les enjeux, les territorialisations des CDN. Sans plus tarder, j'invite maintenant M. Hadj Mbaye pour parler de l'accent des CDN dans les domaines de l'adaptation et atténuation. À vous la parole. Okay. Merci. Je pense que le temps ne nous permettra pas d'aller en profondeur dans les CDN, dans l'adaptation et l'atténuation de façon approfondie, mais juste on va en toucher quelques mots. Parce que donc, dans l'accord de Paris, les CDN donc, ont une place prépondérante, donc c'est crucial. Ce sont des contributions déterminées au niveau national, et ça, il est bon de le rappeler, parce que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y avait que les pays développés qui avaient des engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les pays en développement n'en avaient pas. C'était donc moral. Sachant qu'on ne pouvait pas atteindre les objectifs de limiter le réchauffement climatique, tout le monde a poussé pour que tous les pays, quels qu'ils soient, puissent prendre donc contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus que entre 1992 et maintenant, la situation économique a changé complètement. C'est ce qui nous a amené donc à avoir donc les CDN. On n'a pas pu, comme par le passé, dans le cadre du protocole de Kyoto, avoir un objectif global et imposer cet objectif à ceux qui doivent donc l'exécuter. Parce que là-bas, on avait demandé aux pays développés de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8%, de 5,2%. L'Union européenne avait eu 8%, donc ils sont répartis dans un délai donné. C'était 2008-2012, et la deuxième période d'engagement, c'est 2012-2020. Donc on prend le besoin et on le fixe donc, par rapport à ceux qui doivent l'exécuter. On n'a pas pu l'avoir pour l'ensemble donc, des pays dans le cadre donc, de l'accord de Paris. On a été obligé d'avoir une approche ascendante, à savoir on demande à chacun qu'est-ce qu'il peut faire. Chacun met sur la table, on fait la sommation et on voit si on atteint l'objectif ou pas. Si on ne l'atteint pas, on va voir donc comment corriger le gap, l'écart qu'il y a. Donc c'est ainsi qu'on a demandé à chacun de mettre sur la table donc, ce qu'il pouvait faire. Au début, c'était orienté seulement donc atténuation. Les pays en développement ont demandé aussi qu'il fallait y inclure l'adaptation et inclure donc, le soutien, et de façon plus globale, donc les finances, la technologie et le renforcement des capacités. C'est ainsi que ces aspects-là sont pas obligatoires, donc, mais les parties peuvent inclure dans leur CDN les aspects liés à l'adaptation, les finances, les renforcements de capacités et la technologie. Mais la partie atténuation donc, est une obligation dans le cadre des CDN. Et donc, on a créé un mécanisme qui fait que chaque pays dépose sa contribution, dépose ce qu'elle peut faire, mais une fois que c'est fait,
on doit rendre compte de l'exécution de ce qu'on a proposé. Donc, il y a le compte rendu qu'on doit faire. Une fois qu'on a rendu compte, il y a une revue qui est faite. Cette revue donne un certain nombre de recommandations à chaque pays qui a déposé sa CDN, et on fait un bilan global. Et on fait l'évaluation de l'ensemble donc, des CDN, de ce qui a été réalisé, par rapport à l'objectif global qui a été assigné à l'ensemble donc, des pays. Et s'il y a un écart, on voit donc comment régler donc, cet écart global entre les pays, et les gens doivent préparer une deuxième série de CDN. Donc c'est tous les 5 ans que ça se passe, une deuxième série de CDN pour essayer de combler cet écart-là en intégrant les résultats de ce bilan mondial qui a été fait. Donc, au niveau des pays en développement d'une manière générale, et des pays africains et des pays francophones, de façon plus globale, on s'est rendu compte que les CDN ont été préparés très rapidement, dans des délais très courts, parce que chacun voulait être donc, en septembre 2015 dans l'évaluation globale qui devait être faite. Donc chacun a essayé de déposer rapidement. Et dans beaucoup de nos pays aussi, ça a été préparé, non pas par les acteurs principaux, mais ça a été préparé par des consultants, quelquefois extérieurs, quelquefois donc des consultants du pays, mais il n'y a pas eu les études approfondies qui permettaient d'évaluer de façon plus précise, de façon inclusive, la participation des principales parties prenantes, parce que demain, ceux qui vont réaliser les projets, qui vont mettre en œuvre cela, c'est le secteur privé, c'est les États bien sûr, mais en grande partie, il y aura les secteurs privés, il y aura les collectivités locales, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, et il y aura donc les ONG et autres qui auront un rôle principal à jouer, et ils n'ont pas été suffisamment impliqués quand il s'est agi de cette préparation-là. Ensuite, dans nos pays aussi, on a eu une CDN qui était conditionnelle et une autre qui était inconditionnelle. On en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on savait qu'on n'avait pas les moyens de faire donc certaines choses. On s'est limité à dire donc ça, avec les ressources nationales, qu'elles soient privées ou de l'État, on pouvait le faire. Mais si on avait des moyens plus importants, que ces moyens soient financiers, que ce soit technologie ou renforcement de capacité, on aurait pu faire donc beaucoup plus. Donc c'est pour voir la structure des CDN qui ont été présentées. Et ensuite, donc, c'est ainsi que les CDN ont des composantes aussi adaptation qui se sont appuyées sur les études antérieures. Mais il n'y a pas eu d'études beaucoup plus approfondies puisque beaucoup de pays n'avaient pas établi leurs plans nationaux d'adaptation. On est parti sur les programmes, les plans d'action nationaux d'adaptation que certains PMA avaient, pas tous les pays. Et ceux-là ne visaient que les actions qui étaient urgentes donc, à traiter. Donc on n'a pas vu sur une planification sur le long terme. Donc c'est dire qu'il y a quelques insuffisances, beaucoup d'insuffisances du côté des pays en développement en ce qui concerne les CDN. Maintenant, et ensuite, comme je l'ai dit, on avait dit à chacun de mettre sur la table ce qu'il pouvait faire. On n'avait pas clairement défini les structures des CDN, les contenus et tout ce qu'il fallait mettre donc, dans le cadre de ces CDN. Et on avait juste demandé aux pays développés qui devaient avoir une CDN qui couvre l'ensemble de leurs économies et qui couvrait donc l'ensemble des gaz qui étaient traités dans le cadre du GIEC, groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat. Donc on devait couvrir tout ça pour les pays développés. Mais pour les pays en développement, ils pouvaient faire donc, depuis des secteurs seulement, qu'ils pouvaient couvrir leur économie, comme ils pouvaient choisir seulement des secteurs pour cibler donc leur CDN. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une diversité donc, de CDN. Et quand il s'est agi de faire l'évaluation, on a eu des difficultés. C'est pourquoi donc, vous avez vu, mon prédécesseur a parlé, quand on inclut le conditionnel, quand on inclut l'inconditionnel, etc., quand on inclut tel et tel secteur. Donc, et les pays les moins avancés pouvaient seulement se limiter à présenter des politiques et des stratégies qui étaient difficilement évaluables donc, en termes de réduction d'émissions globales. C'est dire cette diversité-là nous a amené, dans le cadre des négociations et ce qu'on est en train de faire actuellement, à essayer de circonscrire cette liberté-là qu'on avait donnée à chacun des pays. C'est ainsi que les discussions sont centrées à l'heure actuelle sur les caractéristiques des CDN. Quelles doivent être les caractéristiques des CDN?
c'est l'objet des négociations que nous avons ici. Parce qu'on voudrait que ces CDN-là, une fois mis en œuvre, qu'on puisse les agréger et déterminer quelle est la réduction globale qu'on peut avoir. Et apprécier cette réduction globale par rapport à l'objectif de 2 degrés, voire 1,5 degré. Et voir si on peut l'atteindre avec ces CDN. On l'a atteint ou on ne l'a pas atteint. Pour ce faire, il faut bien qu'on précise quelles sont les informations à fournir en même temps que les CDN. Puisque certains ont donné, par exemple, comme CDN, des déviations par rapport à leurs pratiques courantes. Puisque les pays en développement ont considéré que leur objectif premier, c'est le développement. Donc, ils vont continuer à augmenter leurs émissions. Donc, dans le cadre maintenant de l'accord de Paris, au lieu de l'accroître de façon, donc, d'une certaine façon, ils vont faire des efforts pour que l'accroissement soit minoré. Donc, c'est ça la contribution qu'ils vont avoir. Non pas qu'ils vont avoir des réductions d'émissions, mais les émissions vont continuer à monter, mais elles ne vont pas monter comme s'ils n'avaient rien fait. Donc, ils vont prendre des mesures et des actions pour que l'augmentation soit diminue. Mais pour le faire, il faut d'abord qu'on détermine quel va être le profil des émissions d'ici 2030. On prend un certain nombre d'hypothèses sur la population, sur la croissance, sur l'accès à l'électricité. Il y a beaucoup d'hypothèses. Ces hypothèses-là, il faut les communiquer au départ pour que demain, quelqu'un puisse comprendre. Parce qu'on demande que les CDN, qu'il y ait la clarté, qu'il y ait la compréhension et qu'il y ait la transparence. C'est ce qu'on réclame donc à chacun qui présente sa CDN. Vous êtes libre de dire « je peux faire ceci » ou « je peux faire cela », mais une fois que vous le dites, vous mettez sur la table tous les éléments pour qu'un tiers puisse apprécier donc, de ce que vous avez fait. Et ensuite, vous rendez compte par rapport à cela. Et qu'on puisse agréger et qu'on puisse évaluer et vous faire des recommandations pour que vous puissiez faire mieux. Et la prochaine CDN sera donc plus ambitieuse que l'ancienne, pour que progressivement, même si les CDN actuellement ne sont pas ambitieux, on puisse demain, elles ne sont pas ambitieuses, on puisse progressivement aller vers l'objectif. Donc c'est ça les discussions. Les pays en développement, beaucoup insistent sur la flexibilité, parce que la Convention a toujours eu une grande flexibilité qui était répartie entre les pays développés, qui avaient des choses beaucoup plus rigides, les pays en développement qui bénéficiaient d'une certaine flexibilité, et les PMA et les petits États insulaires en développement qui avaient encore une certaine flexibilité. Et on veut maintenant casser cette flexibilité. Parce que bien qu'il y ait cette flexibilité, il faut quand même qu'on ait les moyens de pouvoir apprécier et qu'on puisse agréger l'ensemble de cela. Donc les discussions achoppent à l'heure actuelle principalement sur le degré de flexibilité qu'il va falloir donner dans le cadre de la préparation et de la soumission donc, des CDN. Et ça va se refléter dans le rapportage aussi et dans l'évaluation globale. Le deuxième point, c'est la structure des CDN telle qu'elle doit être présentée, mais la deuxième, c'est les informations qui doivent l'accompagner. Donc c'est l'objet de nos négociations à l'heure actuelle. On achoppe sur certains points, mais on pense que nous, même si on est pays en développement, on a intérêt à ce qu'il y ait la plus grande transparence dans les CDN qui sont mis sur la table, quel que soit le niveau à l'heure actuelle, pour amener à une évaluation la plus précise possible et mettre sur la table des recommandations qui nous permettront demain d'atteindre l'objectif global qu'on s'est assigné. C'est ces quelques points que je voulais mettre sur la table pour qu'on puisse en discuter. Je vous remercie de votre aimable attention. Grand merci au dernier présentateur, M. El Hadjimbaye Diang. Je pense qu'il mérite encore d'un grand applaudissement pour ces 4 présentateurs et présentatrices pour ce thème de mise en œuvre de CDN. Alors là, nous sommes arrivés dans la phase de débat et échange. Alors, le débat est ouvert. Oui, Axel Mikhailova de l'Université de Zurich, ici représentant le Maroc.
J'ai une question à Anna sur les critères que vous avez utilisés. Parce que si on, par exemple, regarde les critères d'équité de la mise en œuvre, la carte a une couleur très, très différente. Alors, ça m'intéresserait. Merci. Oui, le prochain. Oui, bonsoir. Tossi Mpanou, je suis point focal climat de la République démocratique du Congo. Je suis membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat, l'un des représentants du groupe africain. Juste deux petits commentaires. D'abord, un commentaire par rapport à la présentation de Sébastien, pour dire que dans les discussions sur le climat, dans la mise en œuvre de l'action climatique, la question du genre est une question qui devient effectivement centrale. Et au niveau du Fonds vert, lorsque vous demandez une accréditation pour devenir une agence de mise en œuvre, on vous demande de respecter certains critères au niveau fiduciaire, certains critères en termes de sauvegarde sociale et environnementale, et on vous demande si vous avez une politique axée sur le genre. Donc le genre est une thématique centrale. Mais il ne s'agit pas de faire les choses comme avant, c'est-à-dire mettre la main sur le cœur et dire les femmes sont les populations les plus vulnérables, il faut trouver des solutions pour les femmes, il faut qu'on fasse le bonheur des femmes sans elles. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut intégrer la femme dans la recherche de cette solution, dans la mise en œuvre de cette solution. Et récemment, un projet solaire en Afrique de l'Est, financé par le Fonds vert justement, ne prenait pas simplement l'angle de la femme comme bénéficiaire d'un accès accru à l'énergie renouvelable, mais de la femme véritablement actrice de la mise en œuvre du projet, puisque parmi les personnes qui allaient installer ces panneaux solaires, on formait des femmes qui deviendraient des techniciennes qui pourraient également assurer la maintenance de ces panneaux. Il y avait également une dimension de ce projet qui faisait appel à l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire comment, à travers des petits mécanismes de prêt, impliquer les femmes dans la mise en œuvre du projet. Donc c'était juste un petit commentaire que je faisais par rapport à la présentation que nous a faite notre ami Sébastien. Alors, par rapport à la présentation que Stéphane Poufari a faite, c'est une présentation qui m'a fortement interpellé parce que actuellement la RDC préside aux destinées d'un groupe de négociation qui est donc la Rainforest Coalition, et nous avons fait une soumission pour mettre un point à l'ordre du jour de la COP concernant les contributions des entités non étatiques. Et donc pour nous, l'accord de Paris est un succès au niveau de la gouvernance internationale sur le climat. L'accord de Paris, malheureusement, ne nous garde pas en sécurité. L'accord de Paris nous emmène vers un monde de 3,1 degrés de hausse de température globale par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle. Et donc, il faut qu'on trouve les voies et moyens pour susciter un rehaussement du niveau de l'ambition. Et nous, donc, notre soumission visait à voir comment encourager les entités non étatiques, c'est-à-dire les régions, les provinces, les villes, les entreprises, ainsi que les organisations non gouvernementales, afin qu'elles puissent aider à identifier les voies et moyens de rehausser cette ambition et de les inscrire dans un registre sous la Convention, puisqu'il y a effectivement des initiatives qui se font ici et là, mais qu'on n'arrive pas à mesurer. Ce sont des critères différents qui sont utilisés, ce sont des principes différents. Et donc nous voulions prendre toutes ces initiatives qui se font un peu partout et les emmener sous l'égide de la Convention, car la Convention a développé au fil des années des outils que nous comprenons en termes de transparence, à travers la rigueur du reporting, à travers la vérification. Et malheureusement, cette requête que nous avons faite pour l'addition de cette question à l'ordre du jour de la COP n'a pas bien avancé jusqu'à présent. Nous ne sommes que le jeudi de la première semaine, donc nous avons foi que peut-être que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons accomplir plus d'avancées.
mais juste pour dire qu'effectivement, si dans un pays, comme a dit Mbaye tout à l'heure, les pays ont fait des INDC, des CPDN avant Paris, en ne comprenant pas véritablement ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'on revoit nos CDN, lorsqu'on voit ce que font certains maires, certains gouverneurs de province, on peut découvrir en fait qu'il y a une possibilité de rehausser le niveau d'ambition, simplement parce qu'on n'avait pas fait une bonne prise en compte de ce potentiel au niveau sous-national. Et donc pour nous, cette soumission fait sens, et nous allons vraiment mettre les bouchées doubles la semaine prochaine pour qu'elle puisse gagner plus de soutien de la part des uns et des autres. Merci. Merci, M. Touchy. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Et voilà. Prochain orateur. Merci. Je m'appelle Joseph Koubé, je suis le coordonnateur du réseau Climat et Développement. Je voudrais remercier la francophonie pour cette tribune qui nous est offerte. Ma préoccupation porte sur la mise en œuvre des CDN. J'ai suivi avec attention la présentation de Anna et de El Hadji Mbaye. Et clairement, on comprend que les CDN au niveau africain sont des engagements essentiellement conditionnels. Aujourd'hui, qui parle de conditionnel parle d'appui, que ce soit financier, technique et autres. Moi, ma préoccupation porte justement sur le recul sur les questions liées au financement depuis le début de cette COP, avec surtout le retrait de certains grands pays comme les États-Unis de l'accord, connaissant bien sûr leur engagement en ce qui concerne le Fonds vert climat, et puis le pessimisme d'autres pays aussi qui pouvaient également tirer les autres vers l'avant. Donc je me pose la question sur la perspective de la mise en œuvre véritable de ces CDN qui sont conditionnels. Comment cela va se faire, étant donné qu'il y a une absence ou un recul total sur les questions de financement. Merci. Merci. Anna, voilà le monsieur d'abord. Oui, bonsoir. Paul Watkinson de la délégation française. Je voulais juste réagir un peu aux présentations et aux échanges sur certains points. Déjà, la question de l'équité dans les contributions nationales, c'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats en amont de l'accord de Paris, en amont de la COP 21. La solution que nous avons retenue, c'était effectivement la solution de la décision au niveau national, en laissant aux pays de décider de leur contribution. C'était le cas de l'architecture même de l'accord de Paris. Mais évidemment, il faut trouver les moyens de relever l'ambition collectivement à travers le système de transparence, le bilan mondial et le renouvellement régulier effectivement des contributions. Mais je trouve ce qui est intéressant dans ce débat, c'est de regarder non pas l'analyse du partage du fardeau qui était un peu présenté tout à l'heure, mais comment chacun est capable de renforcer son action. Et je pense que ça nous renvoie vraiment sur le terrain de comment collaborer d'un côté sur la création d'institutions et de renforcement des capacités. Et nous sommes conscients que ça va être un enjeu clé de la mise en œuvre des NDC pour beaucoup de pays. Nous apportons un appui avec l'Agence française de développement, avec des initiatives comme le partenariat NDC et autres. Je suis conscient qu'il faut aller plus loin et quelque chose comme le Comité de Paris doit nous aider à avoir une vue d'ensemble. Mais je trouve que dans la mise en œuvre, nous devons profiter de ces outils, aider tout le monde à créer les institutions, parce que c'est chez soi qu'on crée les politiques et qu'on va mettre en œuvre les politiques. Le deuxième élément, c'est la collaboration dans la mise en œuvre, à tous les niveaux. Et c'est là où je trouve que la territorialisation, c'est un enjeu très intéressant. La capacité à collaborer non seulement au niveau des États, mais au niveau des villes, des régions, dans la mise en œuvre, c'est une opportunité à saisir. Je comprends,
il y a une question qui se pose sur comment suivre ça. Je ne veux pas polémiquer vraiment sur le point l'autre jour et le débat là-dessus. Ce n'est pas l'objet de débat ce soir. Nous ne sommes pas vraiment convaincus que c'est en mettant en place un système centralisé de suivi ou surtout de méthode d'analyse, parce que ça dépend vraiment du pays, des circonstances. Mais nous avons besoin de la crédibilité, de la transparence de ce qu'apportent les acteurs à différents niveaux. Là, je pense qu'on peut avoir à travers les systèmes qui se mettent en place déjà l'amélioration de la base de données Nazca et autres. Mais j'insiste, ce n'est pas simplement le suivi, c'est la capacité de ces initiatives à accélérer l'action, accélérer la possibilité d'action et créer la possibilité de renforcer l'action et d'aller plus loin. Et je trouve que c'est dans cette optique-là qu'on doit vraiment saisir de potentiel de ce type de collaboration à tous les niveaux, non seulement des États, mais également au niveau des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre et ensuite le renforcement des contributions nationales. Merci. Merci. Oui, c'est à vous la parole. Merci. Je m'appelle M. Moussa Chichao, directeur général des ressources en eau, des études et de la planification, Tchad. Traditionnellement, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers l'Institut de la francophonie pour le développement durable, ça a changé de nom bien sûr, surtout au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Pendant la première réunion comme celle-là, les responsables de la francophonie vont nous faire l'état des lieux des négociations parce que la conférence a commencé depuis le lundi et qu'il y a des discussions qui sont en train de se passer pour que la francophonie organise ces réunions en français parce que beaucoup de délégués français ont des difficultés de comprendre en anglais et que toutes les grandes décisions, ça se discute au niveau des groupes de contact où tout ça se discute en anglais. C'est pour cela que c'est dans ce cadre que la francophonie a fait un effort pour expliquer de long à large l'état des négociations, les difficultés, pour que les délégués francophones comprennent mieux et suivent la conférence. Mais pour cette fois-ci, c'est comme il n'y a pas de problème, mais on a commencé par d'autres sujets qui ne sont pas liés directement à ces négociations qui se passent actuellement. Si on parle de CDN, l'évolution de ces CDN, avant l'accord de Paris, on était au niveau de CPDN. Nous avons préparé et que la Convention, le secrétariat avait exigé comme condition, tous les États membres doivent préparer leur CPDN, transmettre avant la COP 21 à Paris. Et qu'une fois que l'accord a été signé, les États, la majorité des États ont ratifié, ces CPDN sont devenus des CDN, à condition que les grands bailleurs, les grands pollueurs, comme les États-Unis et les autres, parce qu'ils avaient ratifié que l'accord est entré en vigueur. Et que, je ne sais pas, 2-3 mois avant cette 23e conférence, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Donc on veut vraiment savoir, réellement, dans ces négociations actuelles-là, est-ce que les autres États membres sont en train de discuter pour faire revenir les grands pollueurs? Parce que ce n'est pas que les grands pollueurs, mais partout, dans tous nos fonds, au niveau des climats, c'est les États qui mettent la cagnotte, plus de 40%, 50%, même y compris les fonds verts pour le climat. Donc, du moment qu'on a déjà un handicap, on ne peut pas parler de l'évolution de cette PDN. Donc il faut qu'on sache l'état des négociations actuellement pour qu'on commence à progresser au niveau de CPN. Donc je crois bien il y aura d'autres réunions au niveau de la francophonie, je sais très bien, pendant une semaine et demie qui reste pour la conférence. Mais vraiment, j'ai préféré qu'on nous fasse comme d'habitude cet état de négociation pour qu'on
qu'on voit d'autres points aussi en dehors de ces PDN qui sont tributaires en quelque sorte de la situation actuelle de l'accord de Paris. Merci beaucoup. Je vais revenir par la suite s'il y a d'autres. Rachid Taheri, du ministère du Développement durable au Maroc. Comme vous savez, le Maroc est engagé dans l'effort de la communauté internationale en matière de rehausser l'ambition, et aussi nous sommes convaincus comme quoi on ne peut pas atteindre l'objectif de l'accord de Paris sans l'implication, l'engagement de toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé et la société civile. Mais j'ai quelques réserves, quelques soucis à partager avec vous concernant cette voie, cette trajectoire de rehausser l'ambition. À mon avis, avant de s'engager dans cette trajectoire, déjà, il faut admettre une chose. D'ailleurs, comme il a été dit par Baye, l'élaboration de NDC, il y a beaucoup de défaillances dans ce processus. Parmi les choses, c'est que ces CDN, ils ont été élaborés par des consultants. Donc, il y a un problème d'appropriation, de portage politique, de gouvernance. Et aussi, une autre chose, il faut que, on peut pas, nous, les pays en voie de développement, on a montré notre solidarité à l'égard des pays développés en s'engageant à travers des objectifs inconditionnels et conditionnels. Mais en contrepartie, on est confronté à des difficultés. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de visibilité sur les 100 milliards de dollars. Donc, déjà, on se sent un peu de réticence concernant l'engagement des pays développés à cet égard, et aussi, on n'a pas assez de visibilité comment on va atteindre cet objectif. Aussi, maintenant, on ne peut pas nier une chose, le fonds d'adaptation, qui est un fonds qui accorde beaucoup d'intérêt à l'adaptation et aussi à l'accès direct. On trouve des difficultés maintenant, comment le fonds d'adaptation peut servir de l'accord de Paris. Donc, il faut rappeler ces faits. Concernant et aussi, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre l'INDC sans renforcement de capacité. Et là, le Maroc il a mis en place un centre de compétences changement climatique pour vocation africaine, pour mutualiser, fédérer les énergies, les efforts, etc. Mais là, on trouve une autre chose, le PCCB, le Comité de Paris. Le Comité de Paris pour renforcement de capacité a pour objectif de veiller à la cohérence des différents efforts en matière de renforcement de capacité et aussi de répondre aux besoins et priorités. Donc, c'est un instrument incontournable dans le renforcement de capacité, mais lorsqu'on voit les moyens dont dispose ce comité, des moyens insignifiants. Donc, aussi, il faut s'interroger là-dessus. Concernant l'approche territoriale, elle est incontournable. C'est le cœur de l'action climatique. Le Maroc est là. Bon, déjà, en ce qui concerne le PCD, le plan commun de développement, donc on a déjà commencé à intégrer la dimension changement climatique dans les PCD parce qu'on les considère comme levier de développement au niveau local. Aussi, on a mis en place des plans territoriaux, mais dans l'INDC, les acteurs locaux, ils ont été associés dans l'élaboration de ces indices, mais l'idée de décliner les CDN au niveau régional, je pense c'est un peu tôt et prématuré de discuter de ça. Merci. Ah oui, à vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je m'appelle Kofi Volé. Je suis le représentant du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières répondant sur les questions du mécanisme pour le développement propre. Et également, je participe à cette négociation, en ce qui concerne donc la mise en œuvre de les négociations sur l'article 6, et également sur les questions donc, du MDP dans cette deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Donc, je voudrais donc, aussi faire un petit commentaire par rapport aux présentations concernant les genres et les CDN. Donc, par rapport au genre, effectivement, comme Madame l'avait dit,
il y a quand même une compréhension contraire à ce qu'on appelle donc genre, problème de genre donc, dans certains pays. Et que si on parle déjà de problème de genre, les gens confondent beaucoup plus cela à l'égalité entre femmes et hommes. Donc, et les hommes souvent l'interprètent comme quoi donc, la femme ne peut pas être égale à l'homme, et puis ça devient donc, des points de divergence. Alors que ici, c'est que nous voulons donc qu'on prenne en compte les femmes dans le problème des questions de développement dans un pays. Donc c'est en cela que au niveau donc de nos pays, nos pays maintenant, et surtout au niveau de mon pays, il y a les femmes qui sont prises en compte dans les questions de développement, surtout les femmes du monde rural, qui sont vraiment organisées en groupement, et que l'État, à travers, a mis de l'argent au niveau des microfinances pour pouvoir les financer, donc à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus, de manière à lutter contre la pauvreté au niveau donc, du monde rural au Togo. Donc, ce qui fait qu'il y a un ministère du développement à la base qui s'occupe vraiment de cette question et qui organise les femmes en groupement et on les finance pour mener des activités dans ce sens et participer pleinement au développement donc, du pays. Donc c'est en cela que je voudrais dire concrètement que parler de genre, donc c'est comment amener donc, effectivement les femmes à contribuer au développement donc, du pays par rapport aux activités qu'elles vont donc mener. Donc c'est un exemple comme ça pour mon pays que je voudrais donc partager avec les autres pays aussi, qui est par rapport à notre ministère du développement à la base, qui effectivement a mis en place ce projet d'appui aux organisations féminines donc, pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Par rapport au CDN, comme l'a dit M. Mbaye, dans nos pays, les CDN ont été développés sur la base des mesures prises et des stratégies existantes qui ont été donc utilisées sans projet concret. Et c'est ça, c'est ces stratégies, mesures préexistantes, les lois, tout ça là qu'on a évalué pour pouvoir déterminer nos CDN. Et le défi maintenant, c'est de voir comment élaborer maintenant des projets pour pouvoir mettre en œuvre ces CDN. Et ce que nous craignons aujourd'hui par rapport aux négociations, comme l'a dit M. Mbaye, mais je pense que ce serait très important que les outils que nous aurons à développer pour mettre en œuvre l'accord de Paris, il faut que ces outils ne soient pas des outils drastiques, comme on en a vu dans le cas du MDP, où nos pays africains n'avaient pas pu comprendre ou bien utiliser ces outils pour monter des projets. Et on a utilisé tout le temps, donc de 2005 jusqu'en 2012, à apprendre comment élaborer un projet MDP. Donc je pense que nous ne voulons plus tomber dans ce même processus d'apprentissage de longue durée. Et c'est en dans cela que je voudrais donc que la francophonie puisse, dans ce sens, comme elle a dit aujourd'hui lors de CAD20, l'événement parallèle organisé par la BOAD, et SILS et l'UMOA, donc effectivement d'appuyer les pays à commencer à développer dès à présent des compétences. Donc par des ateliers de renforcement des capacités, donc de voir comment on peut comment élaborer les projets qui seront effectivement soutenus par des partenaires financiers, apprendre maintenant dès à présent par rapport aux fonds verts et par rapport à d'autres fonds climatiques, comment nous pouvons donc intervenir au niveau de ces fonds, donc monter des projets et lever ces fonds pour la mise en œuvre de nos CDN. Donc c'est surtout au niveau de ces questions financières et surtout les projets qui doivent mobiliser les ressources. Donc c'est en cela que vraiment la francophonie souhaiterait que, comme l'a dit le secrétaire de la francophonie aujourd'hui au niveau de la BOAD, donc il faut que cette action ou bien ce projet de renforcement de capacité soit vraiment enclenché et puis dans nos pays de manière à ce que d'ici 2020, on soit prêt
Donc, pour commencer à élaborer des projets et à mettre en œuvre nos CDN. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eman Cherkaoui, je suis conseiller spécial auprès de Monsieur le Président de la COP22 et de Monsieur le négociateur en chef, donc pour le Maroc. Merci beaucoup pour toutes ces présentations qui ont été particulièrement intéressantes et vraiment enrichissantes. J'aurais peut-être quelques éléments de réflexion et de réaction. Dans un premier temps, bon, comme vous le savez peut-être, bien que nous soyons l'ancienne présidence, nous restons assez impliqués dans ce qui se passe ici à Bonn, dans la mesure où nous avons, sous instruction de Monsieur le Président de la COP23, accepté de conduire des consultations en ce qui a trait au sujet du prêt 2020 et de l'initiative qui a été proposée par la République démocratique du Congo avec le soutien du Mozambique sur ce qui est ces fameuses plateformes dont aussi nous a parlé tout à l'heure. Donc, dans ce contexte-là, vous pouvez imaginer que ça nous a tenus assez occupés. Nous continuons à progresser dans ce contexte. Nous avons bon espoir de pouvoir trouver un terrain d'entente qui soit conciliant et constructif et adapté aux contraintes et aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc, rapidement, par rapport à quelques points qui ont pu émerger ici, j'aimerais peut-être rappeler rapidement que dans un contexte de collaboration, il y a quelques initiatives assez intéressantes qui sont toujours existantes. Donc il faut un peu se déconnecter du phénomène de mode qui fait qu'on passe d'une COP à l'autre, on oublie un peu ce qui a été fait à la précédente. Alors par rapport à ça, il y a notamment le partenariat des NDC, donc le NDC Partnership, que le Maroc co-préside avec l'Allemagne, que vous connaissez probablement fort bien. Dans ce contexte-là, ça crée un potentiel d'échange, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de conversations au sujet de quelle serait une plateforme potentielle d'échange. Donc il y a cette plateforme-là qui reste et qui existe. J'aimerais aussi rapidement rappeler une autre initiative que nous avions lancée qui est encore tout à fait active. C'est l'initiative d'échange, donc la plateforme d'échange pour l'action climatique que nous coprésidons avec la Banque mondiale il y a quelques semaines. Donc pour rappeler un peu le contexte, c'est une initiative qui est essentiellement portée envers les ministères des Finances pour essayer de plus les engager dans le sujet des changements climatiques de façon qui leur permette de véritablement prendre conscience des problématiques et de prendre des décisions, notamment au niveau fiscal, financier et budgétaire, qui soient alignées avec un engagement pour le climat. Donc, dans ce contexte, il y a quelques semaines, il y a eu une réunion à Shanghai, en Chine, où nous avons eu 14 pays qui étaient présents, et c'était des délégués des ministères des Finances qui se sont présentés pour parler d'échanges au sujet de politiques budgétaires qui soient donc alignées avec les objectifs des engagements pour le climat. Comme nous le savons beaucoup, nous avons parlé notamment de mise en œuvre des NDC et d'appropriation, un acteur qui est très important dans le contexte de la mise en œuvre de nos NDC dans le contexte national reste donc ce ministère qui alloue les budgets et qui prend des décisions à ce titre-là. Donc rapidement, j'aimerais aussi préciser quelques points qui ont été rappelés par mon très cher ami et collègue juste à ma droite, M. Taheri, en ce qui concerne le NDC marocain. Donc on parle notamment d'ambition. Il est important de noter, comme vous le savez probablement, que le NDC marocain a représenté une augmentation d'ambition par rapport à notre CPDN. Donc notre CDN est plus ambitieuse que notre CPDN. Nous avons une augmentation additionnelle de 10%. Nous sommes passés de 32% à 42% en engagement pour 2030 en réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est un engagement que nous avons choisi de faire après une concertation au niveau national. Nous avons eu tout un processus en 4 phases de mars à septembre 2016 qui aboutit à cela, avec notamment une approche sectorielle, un renforcement de la partie adaptation de notre NDC, une validation, une révision des données et cette augmentation de l'ambition des réductions. Donc, je mentionne ça aussi parce que ce qu'on s'était rendu compte également, c'est que ça nous a assez surpris, mais on était en meilleure posture qu'on ne le pensait lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'atteindre notre objectif de 42% en nos capacités de production électrique de sources d'énergie renouvelable. On était déjà à plus de 35%. On avait bon espoir d'atteindre non seulement 42%, mais le dépasser à l'horizon 2020. Donc, quelquefois, en regardant un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'on peut avoir des bonnes surprises aussi. Donc, quand on parle de transparence, il y a aussi ce côté c'est pas forcément uniquement une question de pression pour délivrer, mais des fois, on se rend compte qu'on est en meilleure posture qu'on peut l'imaginer.
Et le dernier point que je voulais dire, c'est que le Maroc, en tant que partie, et dans le contexte notamment de la coopération, est particulièrement intéressé vis-à-vis de deux types de coopération, notamment donc, la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. Il nous paraît que ce sont des coopérations qui sont particulièrement prometteuses dans ce contexte. Naturellement, vu le positionnement géographique et historique du Maroc, le continent africain est particulièrement propice à ce type de coopération et nous explorons des pistes et nous sommes tout à fait disposés à explorer davantage de pistes de coopération dans ce cadre et notamment dans le contexte de son positionnement africain et en essayant de bâtir sur les acquis de sa présidence de la COP22. Le Maroc compte notamment briguer la présidence du groupe africain pour les prochaines années et nous serons vraiment enchantés de pouvoir échanger davantage sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup pour tous qui ont participé au débat et échange et qui méritent encore un grand applaudissement pour eux. Là maintenant, par rapport à notre agenda, nous sommes presque arrivés à son terme de cette rencontre. Et là, j'invite tout de suite monsieur le représentant de la Suisse pour un bref aperçu de la conclusion. Merci beaucoup. Peut-être encore une petite note au sujet des discussions au sujet de genre. Il y avait plus qu'un pays francophone dans ces négociations, alors la Suisse y est toujours présente. Alors pour finir, au nom de la Suisse, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre intérêt et votre participation active ce soir. J'aimerais remercier les auteurs des présentations qui étaient une fois de plus très intéressantes et enrichissantes. J'aimerais aussi remercier l'équipe de l'IFTD pour son soutien continu à travers déjà bien des années. Et enfin, j'aimerais remercier la présidence, y compris pour sa modération, qui nous a enfin permis à respecter l'horaire prévu après bien des années. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le représentant du Suisse. Tout de suite, la parole à monsieur le directeur adjoint de l'IFTD. Monsieur le modérateur, merci beaucoup et félicitations aussi à votre travail. Franchement, vous êtes exemplaire. Merci. Donc, merci à tout le monde pour votre contribution très importante. J'ai bien noté les éléments qui ont été soulevés par rapport à la francophonie. J'ai noté votre intérêt sur les négociations. Soyez rassurés, le pavillon sera encore là demain, il sera encore là toute la semaine prochaine. Il y aura énormément d'autres opportunités d'échange. Et bien entendu, le prochain moment fort sera le 15 novembre, alors que 8 heures le matin sera la concertation francophone de haut niveau. Alors, les points focaux auront toute l'information pour informer les ministres, mais si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez déjà informer les délégations ministérielles de cette concertation qui sera, bien entendu, sous présidence de Madagascar, à qui je remets le micro. Merci. Merci, monsieur le directeur adjoint. Et là, maintenant, j'invite tout de suite madame le directeur du Bureau national de la coordination du changement climatique au sein du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts de Madagascar pour la clôture de discours. Oui, merci pour beaucoup. Le discours de clôture, s'il vous plaît. Nous voilà à la fin de cette session. Merci à tout le monde d'avoir resté jusqu'à cette heure-là. Merci aussi à tous les intervenants pour votre intervention qui nous a apporté plus de compréhension sur certaines questions actuelles de négociation et aussi qui nous a permis d'avoir des idées et aussi sur le partage des expériences des pays. Avant de clore notre rencontre de ce soir, je voudrais confirmer ce que monsieur le directeur adjoint a dit. La tenue de notre concertation ministérielle francophone, donc ce sera le mercredi 15 novembre, de 8h à 10h du matin, au pavillon C07 de l'Organisation internationale de la francophonie dans la zone Bonn. J'incite vraiment notre participation, la participation de toute la délégation francophone à cette concertation, étant donné que c'est vraiment un moment important pour les pays membres de la francophonie. Et aussi, c'est un moment donc, qui réitère la force et la dynamique de cette communauté, la communauté francophone.
Et c'est surtout que c'est un moment qui précède les déclarations nationales, donc qui vont préciser les attentes et les positions de chaque pays par rapport à cette COP23. Donc, dans ce contexte, nous sommes tous invités à partager nos points de vue et à apporter réflexion sur la thématique liée à la synergie entre les actions menées par les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Comme notre ami a expliqué tout à l'heure qu'il faut vraiment une forte mobilisation de nos acteurs, de ces acteurs non étatiques, et aussi de bien comptabiliser leur intervention pour vraiment combler le gap qu'on a encore jusqu'à actuellement pour l'atteinte de les objectifs de l'accord de Paris. Donc, s'il n'y a plus de remarques ou commentaires, je réitère mes remerciements à l'IFDD et aussi à la Suisse pour la tenue de cet atelier. Au nom de Madagascar, président de la concertation ministérielle de la francophonie, je déclare close notre réunion et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci.